Comment est née cette idée de travailler sur Joséphine Baker? Voilà, dans notre petite shortlist de femmes formidables et incontournables, nous avions l'intention de faire Joséphine Baker. C'est quand même la première femme noire star internationale. Donc c'est très interpellant comme personnage, comment dans les années 20, une femme venue des États-Unis, petite pauvresse du Missouri, a pu débarquer à Paris et devenir une star internationale. Seulement, comme avant, nous avions travaillé sur des personnages un peu plus clandestines de l'histoire, moins connus, qui pourtant avaient laissé une marque indélébile, comme Kiki de Montparnasse avec son fameux dos en violon d'Ingres, qui était l'icône du surréalisme et la photo la plus vendue au monde. Après, on a enchaîné sur Olympe de Gouges, qui a quand même laissé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà, tout le monde a entendu la phrase « L'homme et la femme naissent et demeurent égaux en droit », mais personne ne savait qui l'avait écrite. Et voilà, ça nous intéressait de sortir un peu de l'ombre ces femmes très mal connues, alors que Joséphine était très connue inversement comme danseuse, avec la fameuse ceinture de banane, un peu une image un petit peu désuète, colonialiste, enfin, c'était un petit peu compliqué, cette superstar, en même temps un petit peu mal connue aussi, mal comprise. Et on se demandait si on allait ou pas la faire jusqu'au jour où j'ai reçu un appel d'un certain Jean-Claude Bouillon qui m'a demandé de dessiner sa maman, comme beaucoup de gens me demandaient de dessiner leur militante ou leur cousine, ou ayant vu nos précédentes bandes dessinées. Jusqu'au moment où il me parle des dessins de Paul Colin, que Paul Colin la représentait tellement bien, que ça serait bien pour moi, etc. Et là, le titre, Paul Colin, c'est lui qui a dessiné Joséphine, qui a fait la fiche de la revue Nègre. Et donc il m'a dit, il m'a répété son nom, et il s'appelait en effet bien Jean-Claude Bouillon, et Bouillon Becker, parce que son père, Joe Bouillon, était le mari de Joséphine Baker. Et voilà, la rencontre a eu lieu le lendemain, et il nous a apporté sur un plateau le sujet, mais avec la clé de l'intimité de Joséphine, ce qui du coup nous rendait personnage beaucoup plus proche, me donnait particulièrement une légitimité, moi comme blanche européenne, de parler de cette femme noire qui a eu un combat incroyable. Et donc on est rentré voilà, dans cette intimité grâce à lui absolument extraordinaire. Alors vous disiez que pour les précédentes, que ce soit Kiki, que ce soit Olympe de Gouges, elles étaient moins connues. Il y avait donc eu un gros travail de recherche. Vous étiez allé pour Kiki, dont on voit ici la couverture, jusque dans son village natal, pour découvrir sa maison de famille, pour essayer de retrouver les traces. Là, les traces, elles sont énormes. Comment avez-vous travaillé sur, je dirais, la documentation abondante, extrêmement... Ça a été un travail titanesque. Vous avez plusieurs années de travail, José Louis? À la différence de Kiki et d'Olympe, sur laquelle il y avait finalement assez peu de traces livresques, il fallait trouver des traces dans les livres des autres. Joséphine, c'est un personnage qui a été extrêmement traité. Il doit y avoir, entre les historiens américains et français, il doit y avoir au moins une dizaine de biographies de Joséphine Baker, avec une difficulté supplémentaire. Il n'y en a pas deux qui racontent la même histoire. Plus les trois autobiographies de Joséphine elle-même. Donc, bizarrement, le problème n'était pas de trouver de l'info, le problème était de la choisir, quasiment. Donc, c'était une manière de travailler totalement différente. Finalement, la référence ultime restant Joséphine elle-même. Et si même elle a plutôt écrit la légende, eh ben, suivons la légende de Joséphine. La légende, j'ai moins écrit Mémoire de poisson rouge, j'aurais bien voulu la faire, la citation. Mais en l'occurrence, quand même, on y reviendra parce que vous avez, ce n'est pas un reproche, mais quand je disais, j'ai commencé en disant que vous étiez amoureux, c'est très clairement, vous avez fait un ouvrage à la gloire de Joséphine Baker. Vous avez pris le parti de nous montrer comment ces femmes étaient formidables. Vous assumez faire ainsi des biographies positives, comme il y a de la discrimination positive. Alors je dirais plutôt de la bienveillance que positive, parce qu'on parle réellement de qui est Joséphine dans ses aspects moins sympathiques aussi. Hein. On la voit quand même avoir, alors on peut appeler ça de l'exigence, mais ça peut être la sévérité vis-à-vis de ses enfants, ou une constance amoureuse par moment, où elle traite les hommes un peu durement, donc on montre aussi cet aspect d'elle. Mais globalement, c'est quand même un personnage extrêmement positif, c'est vrai, dans son action humanitaire. D'abord, évidemment, dans ce qu'on connaît d'elle, la danseuse extraordinaire qui subjugue tout le monde, hein, dans les années 20, les 30, tous les plus grands écrivains, les plus grands artistes, dans tous les domaines.
Et puis ensuite, il y a la résistance pendant la guerre. Elle se met aux ordres du général de Gaulle, parce qu'elle doit tout à la France, dit-elle, qui l'a rendue célèbre, où il n'y avait pas de ségrégation comme dans son pays aux États-Unis. Puis il y a l'investissement avec Martin Luther King, les civil rights aux États-Unis, quand elle retourne dans son pays pour se battre pour l'égalité des Noirs dans ce monde de blancs. Et puis elle le prouve dans sa vie privée en adoptant 12 enfants de 12 origines différentes, couleurs différentes, religions différentes, qu'elle fait grandir dans un château tous ensemble. Sa tribu arc-en-ciel. Sa fameuse tribu arc-en-ciel, elle veut prouver au monde et puis elle veut vivre ça elle-même dans sa chair, de faire grandir ses enfants et que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ces enfants sont là pour témoigner que ce n'était pas une utopie, que ça a marché. Ils s'entendent comme les doigts de la main, ils se retrouvent tous et c'est ça qui nous a tellement touchés parce qu'ils sont venus nous chercher pour ça. Et dans un monde aussi difficile que celui qu'on voit aujourd'hui, avec tous ces problèmes de religion, de guerre, c'est un message extrêmement porteur, positif, bienveillant. Donc, oui, c'est un personnage auquel on a envie, il est même nécessaire de rendre hommage à des personnages comme ça, qui ont donné leur vie à ça quand même. Hein. Joséphine, elle est pratiquement morte sur scène pour payer les études de ses enfants, pour faire vivre cette tribu, parce qu'elle a perdu tout son argent, tout a été englouti dans son projet pharaonique de créer un village. Elle avait carrément créé un village pas loin d'ici, près de Sarlat, au Milan, qui était la fraternité universelle, le village du monde, où tout le monde, tous les gens de toutes les couleurs, les races, les religions devaient se retrouver pour partager un projet artistique. Oui, et c'est parce qu'elle dégage une énergie vraiment positive, mais ça ne nous empêche pas de montrer que c'est un bulldozer humain. Donc elle utilise les hommes, les femmes, dont elle a besoin. Ça peut être aussi bien leur sexe comme leur intelligence. On montre aussi, quand Catel parle de son exigence par rapport à ses enfants, oui, elle les montre à la presse, parce que c'est l'illustration de son combat. Donc c'est une manière d'exhibitionnisme, et puis on n'hésite pas à la montrer, à taper à tison sur un de ses gamins, parce qu'il a fait une réflexion à peine raciste, une sorte de blague entre enfants à son grand frère coréen, qu'on va découvrir qu'il est japonais 10 ans plus tard. Mais voilà, elle ment même sur l'origine de ses enfants pour faire mousser sa tribu arc-en-ciel. Tout ça, c'est des choses qu'on raconte. C'est vrai, elle se présente même comme comtesse à un moment donné. Elle se passait pour une comtesse aux yeux de la presse américaine, donc elle joue des médias. Enfin, voilà, donc c'est pas, je pense pas que ce soit géographique pour autant, même si c'est vrai qu'on était emportés, nous, par son énergie positive, mais sans rien cacher. Quand même, ce qui surprend dans ce parcours, vous disiez des débats, elle vient de rien. Comment peut-on devenir comme ça une icône mondiale? On vous a même peut-être, on a refait remarquer que il y avait abondance de noms, il y avait de grands noms. C'est presque du name dropping, on tourne les pages et c'est parce que je lui dis ça, qui m'a dit ça, qu'il avait lu que 20 pages. Mais moi qui ai lu les 434 pages, oui, il y a 560 pages. Mais elle est une star mondiale dans les années 20 et 30. Il est normal qu'elle fascine aussi bien Pirandello que Maria Remarque ou que Simenon, qui n'est pas Simenon d'ailleurs. Le Corbusier, voilà, c'est normal. Oui, en musique, Picasso, Cocteau, ils sont tous fascinés par cette femme. Ce qui veut dire qu'au-delà de... Donc on ne peut pas faire abstraction de et personne ne le reproche. Mais, et où se fait critique? Est-ce que ça veut dire qu'il y a comme ça au monde des gens qui ont des personnalités spontanément, je dirais, incroyables, qui sont fascinantes, parce qu'elle vient de rien, elle vient de la rue, cette femme. Oui, mais elle a la chance d'avoir le frère d'une copine qui a ses entrées au Booker T. Washington, qui est là. Il y a des circuits parallèles de vaudeville et de théâtre aux États-Unis dans l'avant-première guerre mondiale, et qui va même perdurer évidemment entre les deux guerres. Et il y a donc à Saint-Louis, où elle est née, où elle grandit, un théâtre qui est voué, qui est dédié uniquement au spectacle noir, et c'est des grandes mises en scène, avec tout à coup on fait les pharaons, etc. Et elle arrive, elle va voir ça. Donc c'est vrai qu'elle vit quand même
vraiment dans des taudis et dans la misère, mais tout à coup, un jour, elle rentre, elle a 5 ans, elle rentre dans une salle, elle voit ça, et c'est ça qui change sa vie. Et elle rentre chez elle, elle emprunte une robe à sa grand-mère, et elle décide dans la cave de mettre des bougies dans des boîtes de conserve, et dire, et maintenant, je vais faire un spectacle, elle oblige tous ses frères et sœurs à venir la voir, et d'ailleurs, elle les baffe si jamais ils viennent pas, et elle trouve ainsi sa vocation, parce que tout à coup, c'est d'être sur scène, c'est d'être regardé, c'est d'être admiré. C'est un moteur comme un autre. Mais tout vient de là, hein, tout vient toujours de toute façon de l'enfance, et c'est ça qui va lui permettre de sortir de Saint-Louis, parce qu'il n'y a que ça qu'elle veut faire, c'est danser, chanter. Et donc à l'âge de 14 ans, elle est professionnelle. Et elle fascinera le monde entier, dans un véhicule, disiez-vous, alors qu'on peut écouter des jours d'école en quelques mains, c'est ça, elle a fui toute éducation. Oui, mais elle est quand même particulièrement douée. Hein. C'est une enfant qui a beaucoup de talent, qui a une énergie absolument incroyable, et jusqu'à la fin de sa vie, elle va rester une liane physiquement très fine et très énergique, qui va danser, chanter. Elle dépasse de loin toutes les danseuses qui ont le même âge, hein, qui ont 14-15 ans. On l'appelle le point d'exclamation au bout de la ligne parce qu'elle bouge 2 fois plus que les autres, elle fait des pirouettes, elle détourne la danse, donc elle se fait remarquer très vite par ses capacités absolument prodigieuses de souplesse, de drôlerie. Elle est très jolie aussi, tout ça, ça aide. Et très intelligente. Elle apprend à lire quand même rapidement et à écrire. Et elle écrit très bien, on trouve des lettres d'elle dans les années 20 où elle apprend le français à toute vitesse aussi. Elle fait tout à toute vitesse. On a déjà plusieurs centaines de pages de votre biographie avec ça, on réalise quoi elle a 20 ans. Et alors que déjà tout ça est derrière elle. Marie, première fois, à 13 ans. Et c'est pas Marie pour tout son gré, c'est elle fait tout. Et puis hop, aussitôt parti, aussitôt un autre, et pourtant une fidélité. Elle gardera le nom Baker, alors que finalement elle ne vivra jamais avec ce monsieur Baker, ce noir qui lui avait quand même en une nuit montré tellement de choses à travers un wagon-lit qui était là sur un quai. Donc c'est quand même... Et ça renvoie à votre manière de travailler, c'est-à-dire cette manière de considérer que les biographies peuvent être aussi des moments, comme ça qu'une vie est faite de moments, une trajectoire est faite de moments particuliers. Vous revendiquez cette manière de travailler la biographie comme un enchaînement de moments? Oui, mais c'est pas de la biographie. Une biographie scientifique, c'est le gars qui a retrouvé des documents incroyables sur la teneur du petit déjeuner de Victor Hugo le 18 juin 1863. Là, on est dans la mise en... À partir du moment où il y a du dessin, on est dans la mise en scène. Si les dialogues entre Olympe et Robespierre sont avérés, ou avec Mirabeau, par exemple, à partir du moment où ils sont mis en scène, on ne sait pas dans quelle pièce ils étaient. Pareil pour Joséphine, on ne sait pas dans quelle pièce ils étaient, comment ils étaient vraiment habillés, est-ce qu'elle était debout, assis. Ça doit être ça normalement une biographie, une sorte de rigueur scientifique où on ne dit pas ce qu'on ne sait pas. Avec la bande dessinée, c'est une bande dessinée avant tout, c'est une bande dessinée racontée de façon romanesque, on est obligé de faire des choix de mise en scène. À partir du moment où il y a de la mise en scène, il n'y a plus de science objective, même si une biographie ne peut jamais être réellement objective. Nous, on est juste, c'est une bande dessinée qui essaye de raconter au plus juste, au plus près, la trajectoire, l'histoire d'un personnage ayant existé. Alors, tu vas me dire, c'est une biographie, donc. Mais... Cette mise en scène, elle implique aussi qu'on la mette dans son temps. Vous avez travaillé avec Franck Cadet pour... on connaît le style Cadet immédiatement, ce style-là, mais vous avez épuisé, regardé longuement les décors, les tissus, les papiers-pages, que sais-je, les boiseries des années 20, 30, 40. Mais forcément, avant de se lancer dans un travail pareil, qui fait, comme vous le disiez, plus de 550 pages, et puis toute une vie, donc ça change tout le temps. Tous les 5 ans, ça change de décor, de costume, de voiture. C'est justement, contrairement à ce que disait Jacques avant, sur une ambiance à un moment précis, dans un endroit, nous on a le problème de toute la vie en fait, qui bouge. Et là, Joséphine, c'est en plus le monde entier qui bouge. Donc il y a un gros travail préalable, aussi bien pour José Louis de lire toutes les biographies de chaque personnage qu'elle croise, pour arriver à recouper les moments précisément.
et ainsi que les autobiographies et tous les livres d'histoire. Moi, je dois travailler sur les lieux, sur les décors et costumes. Et on fait beaucoup de repérages tous les deux ensemble. À un moment, on va vraiment voir les lieux principaux où elle a vécu, où elle est allée, parce qu'il faut vraiment déjà voir les représenter sous tous les angles, mais on comprend aussi des choses en étant sur place. On arrive vraiment à s'imprégner du personnage et ce qu'elle a pu ressentir. Par exemple, en particulier, pour Joséphine, on est allé dans le Missouri, où on nous avait dit qu'on ne trouverait plus rien à Saint-Louis parce que ça avait été rasé, reconstruit. En effet, beaucoup de choses dans la ville ont disparu, mais beaucoup de choses aussi sont restées. Et on a découvert un tas de choses qui nous ont carrément éclairés, non seulement sur l'endroit où elle a vécu, et les distances, et le type de bâtiment, mais aussi sur le mental qu'elle a pu avoir à cause de ça. Saint-Louis, ben c'est Saint-Louis, donc elle vit quand même elle est née dans une ville américaine qui porte le nom d'un roi français. Ville créée d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, par un ancêtre de Lydie, la femme de Jacques de Loustal. Incroyable hein, comme boucle. Donc oui, on est allé sur les traces. Saint-Louis, donc Saint-Louis, c'est la seule ville au monde où il y a la statue équestre de Saint-Louis, la plus grande. Il y a des statues de Saint-Louis quasiment à tous les carrefours. Donc c'est pas un hasard si un jour Joséphine décide de vivre en France, c'est-à-dire que même si elle ne va pas beaucoup à l'école, elle est quand même imprégnée de l'histoire de sa ville, donc d'une certaine manière de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de la France, et de l'histoire des rois et des princesses. Parce que ça va être une princesse. Le rêve de Joséphine, c'est d'être une princesse. Et quand on voit les différents lieux où elle aura vécu, aussi bien les Beauchênes au Vésinet ou surtout le château des Milandes, donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici, voilà, c'est des lieux de princesse. Et il faut savoir que, et là aussi on a pu le savoir en allant à Saint-Louis, fin du 19e, la ville est colonisée en grande partie par les Allemands. Et les Allemands, ils arrivent avec une architecture particulière qui est faite de fenêtres en ogive et de tourelles. Donc les bourgeois, ils ont, les maisons bourgeoises, elles ont des tourelles et des fenêtres en ogive. Donc le signe architectural de la réussite à Saint-Louis, c'est d'avoir une sorte de petit château. Et c'est ce que va poursuivre Joséphine aussi toute sa vie. Alors évidemment, ce n'est pas des trucs qui sont dits dans le scénario, mais c'est des choses qui sont en filigrane dans toute la bande dessinée. On s'en rend compte parce qu'elle fréquente, comme on disait, tous les gens très importants de ce monde, dans tous les domaines, et culturellement, elle rencontre les grands architectes, et elle est très sensible aussi bien à la mode qu'aux belles choses, aux belles voitures, aux belles maisons. Et elle se fait un moment faire un projet par Adolphe Loos, qui lui dessine, qui lui fait même la maquette d'une maison archi-moderne, la maison Zèbre, en noir et blanc, avec des traits comme un zèbre, une maison plate qui doit être construite dans le 16e arrondissement où elle a un terrain. Et au dernier moment, elle change d'avis, et Pepito Abatino, qui est son homme, son coach, lui trouve une maison au Vésinet avec des tourelles, enfin voilà, une maison extrêmement classique, 19e siècle. Et au dernier moment, elle change d'avis, elle va plutôt se mettre dans cette espèce de grand manoir de princesse. Le Beauchêne, voilà, au Vésinet. Et c'est très étonnant, parce qu'alors elle fréquente Le Corbusier, Malestéven, et c'est ce choix-là qu'elle fera, ce qui nous a beaucoup éclairé à Saint-Louis. Alors, chaque chapitre, par une maison, par la maison qui symbolise ce moment de la vie de Joséphine Baker. Ça, c'est ce qu'on fait pour chaque personnage, en fait. Les architectures nous servent, en fait, de symboles pour raconter l'histoire, puisqu'on raconte cette longue biographie par petites séquences, finalement, et toutes ces petites séquences forment une sorte de puzzle qui raconte, finalement, toute sa vie. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois dans un endroit précis, et dans un pays, hein, parfois. Avec Joséphine, on change de pays. Mais c'est vrai que symboliquement, ça nous permet d'ouvrir les chapitres. Princesse pour princesse, elle devra à une princesse de ne pas mourir totalement dans la misère, parce que finalement sa famille n'est pas la plus heureuse qui soit, elle est ruinée. Et donc c'est une actrice, qui n'est pas une actrice qui devient une princesse grâce de Monaco, qui va prendre soin d'elle à la fin de sa vie. Tout d'abord, elle est sauvée une première fois, et ça il faut le savoir parce que c'est pas très connu. Au château des Milandes, évidemment la gestion est désastreuse, mais elle se fait aussi piller, escroquer, parce que c'est la négresse américaine qui réussit en France, et il y a beaucoup de jalousie, enfin, c'est très ambiance bagnole ce qui se passe dans le Lot à ce moment-là. Donc elle finit par perdre... Mais si les Blanches sont en périgord. Pardon. Oui, pardon. Nous sommes en Dordogne. Dans
le Périgord, pardon, à côté de Sarlat. Et bon, elle se fait quand même assez mal voir en créant, évidemment, en créant le tourisme avec son château et tout l'espace et le domaine qu'elle a acheté pour Château qui existe toujours. qui est transformé aujourd'hui en musée Joséphine Baker. Mais elle a acheté tout un domaine qu'elle a construit, où elle a fait un cabaret, elle a fait un hôtel, une piscine, une ferme modèle. C'était une sorte de club med avant l'heure culturel, où venaient des gens du monde entier pendant des années, et elle gérait ça avec son mari, Joe Bouillot, le grand musicien Joe Bouillot. Et ils adoptaient des enfants ensemble. Et à un moment, c'était trop difficile, c'était trop lourd, Joe est parti. Joe Bouillon et Joséphine, elle continue à gérer seule, et de façon assez désastreuse, ce domaine. Et elle a été sauvée une toute première fois par Brigitte Bardot, qui a fait un appel à la télé. Qu'elle ne connaissait pas, qui ne la connaissait pas, et qui, ayant lu que effectivement le domaine et la figure arc-en-ciel qui vivait dedans allait devoir déménager, qu'elle allait être ruinée, a spontanément fait un appel pour sauver. Exactement. Donc elle a été sauvée une toute première fois par Brigitte Bardot, qui nous a écrit depuis, on est en relation avec elle, parce qu'elle suit l'aventure. Ah oui, ça l'a beaucoup touché, et ça l'a beaucoup touché de se voir dedans, et qu'on sache aussi cet aspect-là d'elle qui est plus glorieux que d'autres. Et puis après, il y a eu cette vraie princesse, Grace Kelly, qui l'a recueillie une seconde fois, et de façon définitive, et qui l'a embarquée du côté de Monaco à Roquebrune. Et là, vous nous dites qu'il n'y a pas de hasard, puisque très loin dans le passé, au moment où Joséphine Baker, dont on a dit qu'elle était née aux États-Unis, parce que j'ai deux amours, Montpellier et Paris, et puis elle a chanté la savane et compagnie, pas du tout, c'est bien une Américaine, c'était bien une Américaine qui a voulu dire qu'elle avait les deux amours de son pays ne l'aimait pas. L'Amérique n'a jamais aimé Joséphine Baker, et l'Amérique était une Amérique encore plus raciste qu'aujourd'hui, évidemment, même si on sait ce qui se passe aujourd'hui, et qu'elle avait été, on avait refusé de la servir dans un restaurant chic à l'époque, où elle avait largement les moyens d'aller, et que était présent dans cette salle l'actrice, encore manger, l'actrice Grace Kelly, qui n'était pas encore dans un Monaco. Non, puisqu'elle n'avait même pas encore tourné à Inum, qui va être avec Gary Cooper, qui va être son premier grand succès cinématographique. C'est juste une petite actrice de télévision et qui assiste à cette scène. Et le Stork Club, c'est la boîte la plus branchée des États-Unis. Donc évidemment, c'est la l'humiliation et le fait que Joséphine et ses amis doivent partir sans être servis. Elle ne l'oubliera jamais. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moindre intérêt de ce travail énorme, c'est que vous avez, après votre biographie en séquence, évidemment, mis certes un repère biographique, mais surtout, on fait connaissance avec un monde incroyable, un monde de personnalités. Pour la plupart, je ne les connaissais pas, j'avais jamais entendu parler d'eux, je le confesse, même si, voilà, Ernest Hemingway, parce qu'il y a évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a croisé tout le gratin de l'époque, de toutes les époques. C'est quand même une figure majeure de tout le siècle, de tout le XXe siècle. Elle a traversé tout le XXe siècle, puisqu'elle est née en 1906 et elle est morte en 1975. Elle est morte à 69 ans, donc bien sûr, elle a embrassé tout le XXe siècle, pratiquement. Deux guerres mondiales, elle a traversé tout ça. Et puis c'est une figure majeure de l'entre-deux-guerres, donc effectivement, les Américains, la génération perdue, les Hemingway et compagnie, ils sont là. C'est Montparnasse, c'est aussi Kiki de Montparnasse, c'est tout ça, c'est la même bande, c'est un petit monde. Hein. Buñuel, je vois Colette, on parlait d'architecture, Ernest Stevens, Le Corbusier, Floss, elle fascinait, et jusqu'à fasciner Éric Maria Remarque. C'est incroyable. Je n'imaginais pas que tous ces gens-là aient pu s'intéresser à cette personnalité, Sacha Guitry, Marc, évidemment Jean Gabin, anecdote savoureuse quand ils sont tous les deux sur le même tournée, lui étant marin, elle en Joséphine Baker, on va dire, et qu'un officier sur le port m'a embarqué également une danse, ça suffit, la même quand il monte à bord. Moi, je Joséphine Baker, c'est ça, va la négresse, va jouer. Bon, super, en tout cas, vous l'aurez compris, d'abord, c'est une grosse lecture, merci, vous nous avez proposé quelque chose qui nous accompagne longtemps et
et qui nous accompagne ensuite longtemps après avoir fermé l'ouvrage, parce que c'est une personnalité que nous connaissons tous. Nous connaissons tous Joséphine Baker, J'ai les deux amours, hein, je le redis, mais notre tournoi, mais on n'imagine pas ce que fut cette vie, ce que fut ce temps, ce que fut cette traversée du siècle. Merci pour nous l'avoir fait vivre aussi copieusement, aussi longuement, avec deux manières, je le répète quand même, encore une fois, assumée amoureuse. Hein, voilà. Et concrètement, oui. Et surtout ce que je voulais rajouter, c'est que ce sont des vies qui sont tellement extraordinaires qu'on ne pourrait pas les inventer. Si on avait voulu faire la fiction, on n'aurait pas cru. Et je crois que c'est ça qui nous fascine tous les deux dans ces personnages hors du commun, c'est que voilà, ça dépasse toute fiction. Merci Catel, merci Joséphine Bocquet, Joséphine Baker, chez Casterman dans la collection d'écriture, à découvrir. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Si mes souvenirs sont bons, c'est à 14h. Nous serons en compagnie de Jean-Louis Fromental, de Mike Steinman, de Laurie Mathieussy, d'Emmanuel Moineau, pour évoquer dans cette ambiance de noir qui marque ces rencontres Chalain à Mirac cette année, des adaptations littéraires. Donc nous verrons comment Mike Steinman a travaillé sur le nouvel de sa grand-mère, Charlie Jackson, qui était un grand écrivain américain. Nous verrons comment Laurie Mathieussy a adapté des nouvelles d'un polareux argentin, tête de cancer. Nous verrons également comment Moineau se dépatouille de nos affaires d'Estor Urbain, mais aussi comment il est allé chercher la suite française. Et nous verrons tout cela ici même avec un PowerPoint qui marchera. Merci Simone, merci à tous.